Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail ? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Gilles André. Bonjour Gilles. Bonjour Julie, c'est moi qui ai beaucoup de plaisir à être avec toi aujourd'hui. Et je suis particulièrement heureuse de te retrouver puisqu'on avait eu l'occasion de faire un épisode de podcast ensemble à l'époque où je lançais presque tout juste le podcast. C'était en mai 2019, donc le temps passe vite et je suis hyper contente de te retrouver presque 2 ans après pour qu'on échange à nouveau ensemble sur ce sujet du bien-être au travail qui nous anime tous. D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez retrouver l'épisode avec Gilles. C'est l'épisode 26 qui s'intitule « Tous gagnants dans le bien-être au travail ». Et donc, dans cet épisode, Gilles nous explique pourquoi nous sommes tous gagnants à cultiver le bien-être au travail. Alors, Gilles, tu es consultant conférencier en bien-être au travail. Tu es aussi l'auteur du guide 150 bonnes pratiques pour améliorer la qualité de vie au travail. Tu avais créé les journées professionnelles du bien-être au travail en 2012 à Agen, donc tu étais déjà assez précurseur sur le sujet à l'époque. Tu es membre actif de la Fabrique Spinoza avec les passeurs du bien-être au travail. Tu es délégué de la Ligue des optimistes de France et je trouve que ça te va tellement bien parce que je te vois vraiment comme un optimiste invétéré. Et tu as aussi récemment lancé sur YouTube une chaîne qui s'appelle La Minute QVT où tu proposes des vidéos flash et pertinentes sur des sujets tels que la gratitude, l'exemplarité et tous les sujets liés de près ou de loin au bien-être au travail. Et vraiment, voilà, tu as à cœur, comme beaucoup d'entre nous, à sensibiliser le plus grand monde autour de ce sujet éminemment important qu'est le bien-être au travail. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé sur ton site, tu mentionnes une citation qui dit « Le plus grand bien que nous puissions faire aux hommes n'est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur. » Donc, j'ai adoré cette citation. Voilà, vous l'avez tous compris pour ceux qui nous écoutent. Gilles a une vie professionnelle bien remplie. Et alors, aujourd'hui, on va parler de choses bien spécifiques, un peu liées à cette situation, un peu voilà, qui nous bouscule dans nos vies professionnelles et personnelles. J'aimerais d'abord savoir, Gilles, comment tu vas depuis tout ce temps? Mais écoute, Julie, en t'écoutant, je vais très très bien. C'est un plaisir d'entendre ce rappel des étapes qui m'ont conduit, j'allais dire gentiment, mais avec des hauts et des bas, bien sûr, comme celui qu'on traverse tous actuellement. Mais toutes ces étapes qui m'ont conduite, les unes après les autres, à trouver cette sorte d'équilibre que je souhaite à tout le monde entre ce que l'on aime faire, ce que l'on est profondément à l'intérieur de soi, et ce que l'on peut mettre en pratique, alors parfois de temps en temps, et puis au fil du temps, j'ai l'impression, moi j'ai la chance de pouvoir le faire de plus en plus souvent, grâce à toutes ces étapes que tu évoquais. 2 ans déjà depuis notre dernier entretien comme celui-là, ça passe tellement vite finalement, et ça passe vite quand on est dans l'expression de ce qui est important pour nous, de ce qu'on a à l'intérieur, et donc là, ça passe très très vite. Hein. Les mauvais moments nous marquent et ils sont longs à passer, et puis les bons, ils passent trop vite. Donc j'ai la chance de vivre ma vie. Alors j'ai piqué cette phrase-là à Jean d'Ormesson,
l'académicien, auteur, qui est décédé il y a maintenant 3 ans, et qui disait « J'ai la chance de vivre ma vie en première classe ». Je sais que l'imitation est un peu moyenne, mais cette phrase correspond vraiment à ce que j'ai eu la chance de vivre, c'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment d'avoir réduit l'écart qu'il y avait entre ce que je voulais vivre de ma vie, ce que j'idéalisais de vivre de ma vie, et ce que je vis maintenant. La possibilité d'exprimer des choses que j'ai en moi, et dans tous les cas où celles et ceux qui me connaissent bien trouvent normal que j'y sois, alors que moi je le savais à l'intérieur, bien sûr, mais la vie fait qu'on n'ose pas, qu'on prend pas le temps de s'écouter, de se connaître bien. À l'école, personne ne nous a appris à nous connaître, à chercher à l'intérieur de nous quels sont nos talents, quelles sont nos appétences, quelles sont les activités qui nous font vibrer, les activités où on est passé devant et où on a senti que c'était drôlement bien, c'était pour nous ça. Et puis on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'argent pour le faire, ou quand on était gamin, c'est nos parents qui ont voulu nous protéger et qui nous ont dit non, c'est pas raisonnable, ou un garçon ça fait pas ça, ou une fille ça fait pas ça. Bref. Et quand on a l'occasion de le refaire plus tard, alors pour moi c'est quelques décennies plus tard, et c'est drôlement bien. Et puis on a, et ça c'est dans nos itinéraires, Julie, le tien comme le mien, des gens qui, alors la Fabrique Spinoza, tes émissions, tes podcasts, ce que tu apprends aux autres, ce que tu partages, s'occuper des autres, impulser des choses pour que les gens se sentent mieux, etc. Quand on a la chance de profiter de ça, on redonne la place à ces activités-là. Et puis, il s'avère que ça résonne bien, puisque si on est bien dans son truc, les autres le ressentent. On partage un enthousiasme quand on est dans ce que l'on aime faire. Complètement. On ne plaît jamais à tout le monde, mais on plaît plus, et ceux, dans tous les cas, chez qui ça résonne, nous renvoient des éléments encourageants qui nous confortent dans ce que l'on sait faire. Et là, on se rapproche certainement de ce que l'on est. Oui, et puis ce que tu dis, ça fait beaucoup écho à cette notion d'alignement, selon moi, qui est essentielle. Et c'est ce que tu as rappelé tout à l'heure, c'est hyper important d'être aligné entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Et ça demande de bien se connaître. Et effectivement, ce serait super si déjà, dès le plus jeune âge, on pouvait avoir des notions de c'est quoi bien se connaître, comment on fait pour être soi-même, comment on fait pour développer sa personnalité à part entière. C'est des sujets éminemment importants. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton cheminement, parce que tu n'es pas arrivé dans la qualité de vie au travail comme ça du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ton parcours de vie? J'ai eu beaucoup de chance. Ce sont les rencontres qui m'ont amené non pas à m'impliquer dans la qualité de vie au travail, mais à faire que cette qualité de vie au travail, portée par des intervenants sur des journées professionnelles que j'organisais, tu l'as rappelé tout à l'heure, ces gens-là m'ont sensibilisé, m'ont transformé. Je crois que j'ai vécu une transformation longue, lente. Ça a mis plusieurs années, mais dans cette qualité de vie, grâce à des gens comme Alexandre Jost, de la Fabrique Spinoza, une de nos références fortes et communes, j'y ai mis le doigt, et puis la main, et puis le bras, et puis un jour, on vient te solliciter parce que tu as représenté à leurs yeux quelque chose, ou tu as fait passer un message qui a eu une répercussion chez eux. Donc, on te demande de le refaire 1 fois, 3 fois, 10 fois, et puis tu prends tu commences à maîtriser ton sujet. Donc, c'est devenu mon métier, et j'y consacre maintenant tout mon temps depuis 3 ans. Donc, 25 ans de vie dans un itinéraire d'événementiel. Donc, très impliquée, très impliquante, avec des moments d'explosion, de feux d'artifice, de milliers de personnes dans des salles de spectacle et de congrès, pour retrouver une sorte de sérénité à donner de l'importance, non plus à l'importance de la lumière et au nombre de personnes dans la salle, ou au chiffre d'affaires, ou aux résultats, etc., mais plus l'importance donnée à une sorte de sincérité avec les autres, ça c'est sûr, mais déjà avec moi-même. Donc, on revient à cette notion de connaissance de soi. Je suis persuadé, alors c'est peut-être I have a dream, je porte un projet qui semble candide et irréaliste ou béat, mais je crois qu'un jour, dans tous les cas, je commence à le faire avec mes enfants, avec les enfants de mes proches, etc.,
Il y a des gens comme Frédéric Lenoir. Alors, je me compare surtout pas à des gens comme lui. Il fait partie de mes références, bien sûr. Mais lui, il développe des activités, des ateliers pour sensibiliser les enfants à la méditation et il obtient de superbes résultats. Je suis loin d'être un haut-parleur de la méditation. Je connais pas bien ça assez bien pour en parler, mais je suis persuadé qu'on va arriver à une période et peut-être que les confinements successifs nous y aideront. Demain, il y aura dans les écoles ou dans les universités des modules pour que les gens, les étudiants, les enfants se connaissent mieux, sachent comment fonctionne leur cerveau, comment fonctionne leur corps, et donc donnent plus de place à leur moment de flow. Hein. Tu connais la notion de flow, le moment où on se sent tellement concentré, impliqué, totalement investi sur quelque chose que l'on fait, que l'on aime bien faire, on sent qu'on va réussir. On est capable d'y passer des heures, même si on se plante 3 fois, 5 fois, 10 fois, il faut que quelqu'un d'autre vienne nous dire que ça fait 3 heures qu'on est là-dessus, alors que nous, on a l'impression à l'intérieur que ça fait une demi-heure, et encore, une demi-heure maximum. Hein, bon. Parce que c'est quelque chose qui nous met dans cet état de concentration maximale, où là, on apprend vite et bien, où on se réalise vite et bien, beaucoup plus vite que quand on conduit un chemin de fer qu'on nous oblige à suivre. Donc, si on connaît cet état de flow, si on connaît ces activités où on est vachement bien, eh bien, on va progresser tous beaucoup plus vite, beaucoup plus mieux. Moi, j'arrive à une sorte d'équilibre, je crois, à 55 piges. Quel temps on aurait gagné, enfin, quel temps j'aurais gagné, moi, et peut-être j'aurais fait gagner à d'autres si j'en avais pris conscience à 25 ou 30 ans, ou même peut-être plus tôt. Donc, ça arrivera un jour. Et des gens comme toi y contribuent, je le dis sincèrement, Julie. Et cette notion par rapport à l'éducation, ça me fait penser aussi à tout ce que fait en ce moment depuis plusieurs années Julien Perron, je ne sais pas si tu le connais, qui a notamment créé le festival de l'école de la vie et qui justement a vocation à sensibiliser à tous ces sujets et au fait qu'il faut développer et il faut promouvoir finalement le développement personnel dès le plus jeune âge et laisser la part belle à des sujets effectivement comme la méditation, comme tu l'as évoqué, et au développement de la personnalité de chacun. Ouais. Si tu m'autorises un petit aparté sur cette notion de développement personnel, que je respecte absolument, mais qui est parfois galvaudée parce qu'il y a beaucoup de spécialités et de spécialistes du développement personnel. Avec cet axe, ce cheminement qui m'a fait passer des bonnes pratiques à mettre en œuvre dans les organisations et dans les entreprises, qui m'ont vraiment permis de partager au maximum des exemples que je n'ai pas inventés, mais que j'ai constatés dans des entreprises. Et ce cheminement derrière qui m'a fait arriver sur l'axe des talents, de ce que j'appelle les TAF, les talents, les appétences et les forces. Je parle maintenant de DPP, de développement personnel, c'est-à-dire qu'on peut se donner une priorité à développer ses TAF à soi, ses talents à soi, ses appétences à soi, plutôt que ou en parallèle à développer des techniques que d'autres nous apprennent. Bien sûr qu'on a besoin des autres et qu'on se nourrit les uns les autres. Te rencontrer, t'écouter, à chaque fois me faire rebondir. Et j'espère que ça peut être réciproque de temps en temps. Mais j'ai tendance à dire qu'il est souhaitable finalement qu'on soit un poil plus égoïste, un poil plus égocentrique dans le bon sens du terme, et de s'occuper de son développement personnel, le DPP. Intéressant. Alors, tu vas presque un peu trop vite et on va bientôt parler des TAF, justement, que tu as évoqués. Mais avant ça, j'aimerais savoir, toi, comment tu as vécu cette crise-là depuis l'année dernière et est-ce que tu ressens une évolution par rapport au sujet de la qualité de vie au travail? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va moins bien? Est-ce qu'il y a plus de demandes des entreprises? Enfin, comment tu vis tout ça? J'espère que ma réponse, te conviendra parce que je vais te dire les deux. Et vraiment les deux, dans le sens où j'ai bon nombre d'interlocuteurs qui ont la difficulté de maintenir en priorité le dossier de la qualité de vie parce que, bien évidemment, en période de crise, on a tendance à oublier ce qui peut parfois paraître comme accessoire et à devoir se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les résultats. De sauver l'économie.
Et en même temps, cette période est un vrai rappel à l'ordre pour un tas de choses, de la dimension de durabilité, d'environnemental, etc., etc. Et cette nécessité de se reconcentrer sur l'humain retrouve une dimension de fond qui peut-être ne peut pas encore apparaître, mais qui est réelle, qui est forte. Et nous faisons partie de ceux qui ont des réponses prêtes, dans tous les cas, qui ne demandent qu'à être adaptées et qui sont en train d'être adaptées à cette situation, peut-être malheureusement en effet curatif, parce qu'il y a un danger, parce qu'il y a une crise, alors que c'est tellement meilleur, et tu le sais bien, quand on est dans le préventif, quand on peut devancer les difficultés, alors à l'exemple des burn-out, quand ils arrivent, c'est tellement mieux quand on peut les devancer, quand on peut réagir sur des signes avant-coureurs, plutôt que de devoir constater que le burn-out est là, que la crise est là, et qu'il faut essayer de gérer d'urgence à une situation, de parer d'urgence à cette situation, alors que ça aurait été mieux de la devancer, de l'accompagner, et de constater, lui, il est en burn-out, oui, on le sentait bien qu'il allait venir dedans. Oui, mais attendez, il fallait peut-être l'aider, lui dire, parce que lui, et ça c'est notre réalité humaine, quand on est en situation de danger, on le sent. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure pour l'expression de ses talents. On le sait qu'on a ça en soi, mais c'est difficile de l'assumer, c'est difficile de le dire, de l'affirmer aux autres. Je ne vais pas bien, mon travail me pèse, ma vie me pèse. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui ont des difficultés à l'exprimer aussi en interne et qui ne savent pas vers qui se tourner pour dire je vais pas bien en ce moment. On ne nous l'a pas appris, encore une fois, on ne nous l'a pas appris à l'école, on ne nous l'a pas appris en fac, on ne nous l'a pas appris dans les formations de DRH. Tu es bien placé pour savoir que la moitié des DRH disent oui, il faut s'occuper du bien-être, oui, on doit mettre en place des actions qualité de vie au travail, mais comment on fait? À qui je m'adresse? Et tout le monde ne connaît pas encore ni Julie Artis, ni la Fabrique Spinoza, ni Gilles André. C'est ça. Et alors, du coup, il y a un sujet qui revient fréquemment en ce moment, c'est justement cette question de comment on continue à motiver et engager les équipes durant cette période difficile qu'on traverse. On a beaucoup parlé de résilience et beaucoup d'optimisme aussi. Est-ce que pour toi, ça a encore du sens de parler d'optimisme aujourd'hui? Est-ce que on peut rester optimiste en cette période? Alors, j'imagine ta réponse déjà, mais… Eh ben oui, tu la connais, c'est bien sûr que oui. Et d'autant plus maintenant, alors, 30 secondes sur l'optimisme, il ne s'agit surtout pas d'un optimisme béat et que tout s'arrange facilement, etc. Par contre, on a la possibilité d'avoir une croyance de fond, puisqu'on a tous des croyances, qu'elles soient limitantes ou pas, etc. Mais on en a tous. Et si on donnait de la place à celle qui n'est en fait qu'un constat, c'est-à-dire que les femmes et les hommes ont toujours fini par s'en sortir. Il y a aujourd'hui beaucoup de guerres, beaucoup de menaces, des crises économiques, etc., 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 mais qui en fait sont certainement moins graves que les crises qui ont eu lieu il y a quelques siècles, voire quelques millénaires, et qui ont fait que beaucoup de femmes et d'hommes ont souffert. Il y a moins de gens aujourd'hui qui sont malades, il y a moins de gens qui meurent de faim, il y a moins de gens qui subissent des crises économiques qu'il y a quelques siècles ou quelques milliers d'années. Une fois que tu as dit ça, tu fais comment effectivement pour que dans ce contexte-là, l'optimisme soit respectable et respecté? On a plus de chances d'y arriver si on a cette capacité à se dire que même si ce sera difficile, la nature revient toujours. Elle reprend toujours le dessus. Tous les matins, après les nuits qui parfois sont courtes ou parfois sont longues, tous les matins, il y a un soleil qui revient et qui nous habitue à un cycle. Et c'est pareil dans la vie, c'est pareil dans nos journées, dans nos relations. On est parfois heureux, on est parfois amoureux, parfois on l'est plus ou on l'est moins. Et ça revient, c'est la notion de résilience, etc. Alors, cet optimisme, il doit, plutôt que de savoir qu'il est là et qu'on peut ne pas en tenir compte, autant essayer de l'utiliser. C'est comme, j'y reviens, ce que l'on a en nous. Nos talents, on les a en nous de façon naturelle. On n'a pas à les réfléchir, à les apprendre, à les structurer. On les a en nous. C'est naturel. Il faut juste en prendre conscience, mettre des mots dessus, pour les utiliser et pour les partager.
Et ça, c'est l'optimisme qui permet vraiment d'avancer sur ce chemin-là. Et alors justement, pour développer cet optimisme, est-ce que tu peux nous rappeler justement cet acronyme que tu utilises souvent en 3 lettres, TAF, T-A-F, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi tu as à cœur de diffuser du coup cette notion qui est assez intéressante, je trouve? Parce que quand, dans le cheminement qu'on a eu, la grande majorité d'entre nous jusque maintenant, on nous a parlé de nos compétences pour lesquelles il a fallu suivre des stages ou des formations ou des années de fac, etc. On a transpiré, il a fallu qu'on investisse et il a fallu qu'on bosse pour les avoir, ces compétences. On nous a parlé de nos valeurs, mais nos valeurs, elles sont le fruit de notre éducation, de ce qu'on nous a inculqué ou de la raison, de la morale qu'on s'est faite au fil des années. C'est le fruit de notre cheminement, de nos épreuves, de nos étapes, de nos rencontres. Tout ça, c'est lourd, c'est long, c'est laborieux. Je ne les rejette pas, mais on les pose là. Et puis, il y a nos talents. Ce qui fait que de temps en temps, les autres autour de nous trouvent qu'on a un truc sympa, un truc bien, un truc différent. Des choses que l'on fait, nous, facilement et gaiement, mais qui pour eux sont difficiles. Et ce sont effectivement des choses qui sont difficiles ou qui sont particulières, mais nous, quand on les fait, eh ben, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans notre flow, on est dans notre état de réussite, dans notre état de plaisir. Donc, ces choses-là, une fois qu'on les a identifiées, eh bien, on peut les utiliser. Alors, elles sont le fruit de nos talents, de nos appétences, et elles deviennent nos forces si on s'en occupe. La notion d'appétence, peut-être, elle mérite d'être explicitée parce que un talent, on sait tous que c'est effectivement des capacités naturelles que l'on a à être bon, à exceller dans une activité particulière. Alors, juste sur ce point, avant que tu développes l'appétence, ce que tu veux dire, c'est qu'on a des talents, mais comme ce sont des choses naturelles qu'on fait, on ne se rend pas forcément compte que ce sont nos talents, c'est ça? Nous, non, absolument. Ouais, d'accord. Et comment on fait pour savoir c'est quoi notre talent? Alors, j'imagine qu'il y a des petits tips. On a recensé 16 outils qui permettent de mettre des mots sur nos talents. D'accord. Certains demandent beaucoup de temps de préparation et de réalisation. On en décline quelques-uns sur des stages qui s'étalent sur des périodes de plusieurs semaines parce qu'il y a un travail d'introspection un petit peu à faire. Bien sûr. Mais très spontanément comme ça, il y a un outil très rapide et efficace, c'est celui de demander à entre 5 et 10 copains autour de nous décrire ce qui émane de nous en quelques mots comme ça. Et là, et pour celles et ceux que ça intéresse, prenez un papier-crayon, il y a 3 retours là-dessus. La première chose, c'est que l'on va d'abord faire sa liste de talents à soi, que l'on pense avoir. Et là, contrairement à notre éducation qui nous a demandé d'être humble, d'être modéré, de ne pas trop s'exposer aux autres, moi j'ai dû bosser beaucoup sur moi pour oser dire j'ai ça et je l'assume maintenant. Tu vois, je me gêne plus maintenant pour le dire. Eh bien, là on y va, on se la pète. Hein. On marque tout, ses talents, ses qualités, ses points forts, c'est tout, on prend tout, on note tout. On fait cette liste-là et on la pose dans un coin. Ensuite, on demande à ses amis, spontanément comme ça, qu'est-ce qui émane de nous? Et là, 3 niveaux. Le premier, eh bien, les amis vont nous donner des mots, des qualités, des talents, des appétences que l'on a effectivement dans notre liste. Et ça, c'est un élément de confirmation. Deuxième étape ou deuxième niveau de retour, c'est que nos proches vont nous donner des mots, des activités, des ressentis qu'ils ont de nous, mais nous, on n'en a pas conscience. Oui. On pensait peut-être les avoir, mais les autres ne les perçoivent pas, ou alors eux perçoivent des choses que l'on n'avait pas. Et là, on va savoir quoi faire grâce à nos amis. Et c'est là où le troisième niveau est génial, c'est que eux, vraiment, ils vont mettre le doigt sur des activités, sur des moments où ils trouvent qu'on est dans le partage, dans l'enthousiasme, où il y a une résonance, où ça les inspire, et on ne le savait pas. Dont on n'a pas conscience. Ouais. Absolument. Et ça, c'est un exercice très simple, très rapide. En équipe, d'ailleurs, au travail, ça peut être hyper intéressant de faire ce genre d'exercice. Mais c'est génial. C'est génial. Et puis, on redécouvre finalement des choses que l'on aime chez les autres. Après avoir immédiatement balayé celles que l'on n'aime pas chez les autres, parce que notre cerveau fonctionne d'abord en fonction des choses que l'on n'aime pas. Si on les aime pas, ces choses-là, c'est peut-être parce qu'on a les mêmes travers, mais
quand on veut les cacher, donc ça résonne chez les autres, mais bref, l'effet miroir fonctionne là aussi. Tu sais qu'on a été, construit pendant des millénaires plutôt pour se défendre, se protéger et survivre. Donc, on va se protéger de ce que l'on n'aime pas chez les autres et qui souvent est ce que l'on n'aime pas chez nous. Bon, on balaye tout ça. La psychologie positive, ça te parle. On va parler de l'approche appréciative, plutôt que de se concentrer sur ce qui ne va pas ou sur ce qu'on n'aime pas. On va se concentrer sur ce qu'on aime bien chez les autres, mais sur soi aussi. Et on va investir. J'adore l'idée, en tout cas, de faire ce type d'exercice. J'espère que ça inspirera sans nul doute ceux qui nous écoutent, parce que c'est effectivement des choses à faire hyper intéressantes et qui peuvent vraiment créer une émulation positive au sein des équipes dans les organisations. Donc, c'est hyper intéressant. Merci pour ce partage d'exercices, Gilles. C'est une des 150 bonnes pratiques. Qu'on peut retrouver dans ton guide, absolument. Et l'appétence, alors du coup, je t'avais coupé sur ce sujet-là, maintenant qu'on sait un petit peu mieux identifier ses talents. L'appétence, nos appétences, c'est ce qui nous amène à satisfaire nos besoins et nos valeurs. Spontanément, c'est ce qui nous met en appétit. Et en général, pourquoi je dis en général ? Ça nous met en appétit et ça nous fait plaisir. Et on a tous, quand on prend le temps de s'arrêter un petit peu, des moments dans notre vie où on a senti qu'on était en train de réaliser quelque chose ou de participer à quelque chose qui nous semblait beau, grand, qui nous semblait même, noble, qui nous semblait… on n'avait pas besoin de mettre de réveil le matin quand on avait à réaliser ces choses-là. C'était quelque chose qui nous mettait de bonne humeur, en forme et où on se sentait utile. Voilà, c'est cette notion d'utilité que je recherchais. Brûler un peu ce feu intérieur, en fait, qu'il y a en nous, c'est ça ? Absolument. Et ces activités-là, elles correspondent à nos appétences. Et tous, nous avons en nous des appétences que nous avons ignoré parce qu'on nous a conditionnés comme ça. Les filles, ça fait pas ça, et les garçons, ça fait pas ça. Ou plutôt, les garçons, ça doit faire ça. Et donc, remettre des mots sur ces appétences, c'est se donner la possibilité de les pratiquer, ces appétences, ou de rencontrer des gens qui les mettent en œuvre, ces appétences. On sait tous, je ne sais plus qui dit ça, qu'on est quelque part la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc, prenons le temps de reprendre contact avec les personnes qui font des choses qui nous faisaient vibrer et qu'on s'interdisait de pratiquer parce que on n'a plus l'âge de le faire, on n'a pas les moyens de le faire, on n'est pas assez intelligent pour le faire, on n'est pas assez sportif pour le faire. Toutes les limites infondées qu'on se met à soi-même, en fait, et qui sont complètement irrationnelles, finalement. Absolument. Mais quel bonheur quand on les retrouve, et puis quel enrichissement, déjà de vivre un truc agréable, mais en plus de se rendre compte qu'on a finalement toutes les prédispositions magiques pour ça. Mais bien sûr que c'est magique puisqu'on les avait en soi et juste on les a maintenus sous une cloche. Donc laissons-les exploser parce que quand on les explose, les autres autour trouvent qu'on est meilleur, mieux, plus agréable, moins couillon, quoi. Donc profitons-en. Rayonnant même peut-être. Rayonnant, merci, j'aime bien le mot, je vais essayer de l'intégrer celui-là. Oui, mais tu as raison, on n'est pas qu'enthousiaste, on est rayonnant. Il émane quelque chose de nous qui génère des vibrations chez les autres et c'est vachement agréable, quoi. Et donc, on revient à cette notion d'égoïsme parce que, bien évidemment, si je passe tout mon temps à me faire plaisir, il y a un moment donné quand même où je vais avoir besoin du retour des autres et donc me rendre compte que je dois aussi intégrer les autres, bien sûr. Comment on les fait émerger, ces appétences, si on les connaît pas ou qu'on les a engloutis comme ça dans plein de croyances et plein de limites? J'imagine qu'il y a plein d'exercices aussi d'introspection qui permettent de les faire, de les ressortir à nouveau. Oui, donc là aussi, il y a un certain nombre d'exercices qui sont aujourd'hui, structurés par les neuroscientifiques et puis la psychologie positive, bien sûr. Alors je vais donner là aussi un exemple relativement simple qui demande un petit peu de temps, mais que celles et ceux qui voudraient le mettre en œuvre puissent le faire. Il s'agit de reprendre ces photos, toutes ces photos
Hein, on a tous des photos en noir et blanc qui sont restées dans les albums de nos parents sous des feuilles de plastique. Là, quand on les décolle, toutes les photos se décollent. Ou En alors, noir et blanc, tu parles vraiment de l'ancienne époque pour le coup. je parle pour ma génération. Pour toi, il y a certainement que de la couleur, mais certainement comme les albums. Puis après, il y a eu les diapos. Et puis après, il y a eu enfin bref, et puis maintenant, tout est dans le numérique. Alors oui, il ne faut pas prendre 15-20 photos de l'album qui est le plus accessible. Il faut aller rechercher les photos de l'enfance, de l'adolescence, de la première jeunesse, pour retrouver ces moments où on était utile, fier, heureux, où on était engagé, où on avait envie. Et ces moments-là, on les pose et on répond à une question, une seule. Quelle activité je venais de pratiquer à ce moment-là? Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que les autres ont senti émaner de moi à ce moment-là? Et puis derrière, une fois qu'on a mis des mots, il faut oser les mettre en œuvre, donc leur consacrer un peu de temps et d'énergie tous les jours. Hein. C'est comme les muscles ou comme la mémoire. Plus on leur consacre de temps et d'attention, et plus ça se fortifie. Donc, ça demande un petit peu de boulot. Bien sûr qu'on ne va pas changer nos habitudes comme ça du jour au lendemain. Bien sûr qu'on peut se rappeler d'une bonne activité qui nous mettait dans notre état de flow, et puis on se fait plaisir un quart d'heure et on repose la photo et on laisse tomber. Ah non, il faut l'écrire en gros, en rouge. Moi, je me souviens de la période où j'avais écrit quelques activités en gros, en rouge, et que j'avais mis ça dans l'entrée de la maison, là où on met les clés. Tu sais, là où on pose les clés, on les reprend tous les matins. Et tous les soirs et tous les matins, je reprenais conscience de ces activités auxquelles je devais redonner du temps et de l'attention. Et ensuite, ça devient un usage, une habitude. Et puis, quand tes proches commencent à te dire, mais dis donc, depuis que tu fais ça, tu es vachement mieux, plus serein, tu as moins de coups de colère, moins de coups de fatigue. Ouais, il y a un changement de vie. Il y a un changement profond. Ça me fait penser à moi une habitude que j'aimerais bien mettre en place, mais que j'ai pas encore pris le temps de faire, c'est de rien que chaque semaine, chaque fin de semaine, de se dire, voilà, je fais un bilan de tout ce que j'ai accompli cette semaine, qu'est-ce qui m'a profondément fait vibrer, et peut-être du coup faire émerger un petit peu toutes ces activités, ces missions, ces tâches qui m'ont fait vibrer au cours des 7 derniers jours, et de se demander finalement comment je peux faire pour mettre en place plus d'actions dans les semaines à venir qui m'ont fait vibrer de la même façon. Absolument. Ouais. Et au départ, ça va te prendre bien sûr un petit peu de temps. Ouais. Donc, ça aura un impact sur ta vie et au cas où sur ton économie. Mais j'ose maintenant l'affirmer, ce que je ne faisais pas il y a 1 an ou 2. J'ai maintenant suffisamment d'exemples de gens qui ont pris, au-delà du mien, qui ont pris le temps de redonner de la place à ce qui les faisait vibrer. Et ces gens-là, non seulement vivent mieux, me font vivre mieux parce qu'ils m'apportent leurs témoignages et leurs résultats, mais ils en vivent économiquement aujourd'hui, et ils en vivent avec le sourire. Peut-être aussi que là, la place économique, revêt moins d'importance. On donne plus de temps et d'importance, bien sûr, au fait de bien le vivre que de bien le gagner. Alors, je sais que c'est un discours un petit peu périlleux parce que d'aucuns peuvent se dire, oui, mais pour dire ça, il faut déjà gagner un minimum et être soulagé des besoins fondamentaux. Oui, mais c'est vachement bien de savoir que à terme, au bout du chemin, il y a cet équilibre. Et j'en reviens à ce que tu disais au tout début, que j'adore absolument, de dire que tu as choisi de vivre ta vie en première classe, et quoi de mieux que justement de le faire en faisant des choses qui te font vibrer. C'est complètement, c'est ça la vie en première classe. Par contre, tu vas choisir ton niveau de vibration, ton intensité de vibration. C'est chacun le sien, quoi, finalement. C'est comme le bien-être ou le bonheur. C'est chacun le sien. Donc, pour ceux qui nous écoutent, prenez aussi du temps pour vous pour réfléchir un petit peu à ces notions-là. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Replongez-vous dans vos souvenirs, vos photos. C'est une super belle idée. Et puis, c'est vrai que, en plus, on prend pas le temps souvent de se replonger sur ce qu'on a vécu et de se questionner véritablement sur ce qui nous a mis en appétit, ce qui nous a motivé, ce qui nous a fait vibrer. Et donc, je pense que c'est hyper important, en plus, dans le domaine du travail, de chaque matin se réveiller en ayant la clarté de pourquoi on se lève et pourquoi on se prépare pour démarrer une nouvelle journée, parce qu'on fait quelque chose qui nous tient à cœur, qui a du sens et qui nous fait vibrer. Donc, merci beaucoup, Gilles, de nous rappeler tout ça. C'est hyper important. Complètement. Et tu viens d'évoquer le fait de le faire pour soi, bien sûr,
mais de le faire aussi pour nos proches, nos collègues, nos collaborateurs et pourquoi pas nos managers, nos patrons. C'est-à-dire contribuer à mettre des mots sur leurs talents, leurs appétences, leurs forces. Le feedback est un outil fantastique pour ça. J'ai apprécié quand tu as pris telle décision parce que ça correspondait à mes envies, à mon regard, à mes propositions, etc. Donc, du concret, de l'opérationnel, de manière à ce que la personne à qui on dédie ce feedback puisse sentir que là, elle a bien fait, que son action a été appréciée pour telle raison. Et lorsque l'on est soit dans cet taf, mais que l'on permet aussi à celles et ceux qui sont autour d'être dans les leurs, alors quand j'ai une mission à remplir qui va nécessiter tel talent ou tel savoir-faire ou telle appétence, je vais bien évidemment la confier, cette mission, à la personne qui m'a déjà exprimé qu'elle aimait faire ça. Absolument. Parce que là, elle va le faire bien, elle va le faire jusqu'au bout, elle va le faire dans les détails, même si ça lui demande du temps, même si ça lui demande de dépasser les horaires, pour elle, ce sera du plaisir. Et moi, j'ai la garantie d'avoir un bon résultat, d'avoir un bon retour. On est tous gagnants. C'est un cercle vertueux quelque part, qui, bien évidemment, de temps en temps, est freiné par les impératifs du boulot, bien sûr. Oui, tout ne peut pas être parfait, mais déjà, arriver à mettre le doigt dessus sur ces notions-là, c'est très important. Et alors, du coup, la troisième lettre de TAF, le F pour force, c'est quoi? Et d'ailleurs, c'est quoi la différence entre une force et un talent? Parce que pour moi, j'ai du mal un peu à distinguer. Ce serait un peu la même chose. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ah, volontiers. Et puis, merci à toi pour le cheminement qui est clair. On a ces talents. On les connaît ou on les connaît pas. On a pris le temps de les identifier, etc. ou pas. On a ces appétences. Les appétences, c'est on a envie d'eux, notre corps ou notre cœur nous a fait sentir que ce truc-là était pour nous, mais on l'a pas mis en œuvre. Allez, on y va. Et une fois qu'on commence à le faire régulièrement, alors ça devient une force. C'est quelque chose que l'on a en soi. On a toujours ça sur nous, mais on l'utilise pas. Alors qu'on l'a à disposition tout le temps, c'est gratuit. Ce sont nos meilleurs alliés, nos talents et nos appétences. Donc, une fois qu'on les met en œuvre très régulièrement, on les maîtrise, on les pilote un peu mieux, et elles sont perçues par les autres comme nos forces. Donc, je vais utiliser Julie ou Gilles pour telle activité, parce que non seulement elle le fait bien, donc ça me garantit le résultat, mais en plus je sais qu'elle aime le faire, Julie, de faire des interviews, d'enregistrer des podcasts avec des gens avec qui elle a des affinités, avec qui il y a des éléments qui se complètent et un enrichissement réciproque, comme c'est le cas à cette heure-ci. Ça me fait plaisir de sentir ton questionnement qui je sens que tu l'as et on vibre ensemble. Donc je vais te confier à toi le prochain podcast et tu vas le faire bien. Et moi, je vais sentir la résonance et l'utilité de cette démarche-là. On est gagnants tous les deux. On est dans nos domaines peut-être pas d'excellence, parfois si, mais on est dans tous les cas dans des domaines où on est plutôt bon. Donc, c'est positif pour la société, et puis faites-le avec vos enfants. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, avec vos proches, avec vos enfants. Je vous promets que moi, je me régale. J'espère que mes enfants vont pas entendre ça, ou alors s'ils l'entendent, ben si, il faut qu'ils l'entendent, pourquoi pas finalement. J'en ai 3 qui sont sur les rails aujourd'hui, qui ont plus de 25 ans et qui sont partis sur leurs itinéraires. Et puis la petite dernière qui a 14-15 ans. Et elle profite des enseignements de tout ça. Et qu'est-ce que je regrette? Et en même temps, qu'est-ce que c'est bien de pouvoir évoluer dans son éducation ou dans l'accompagnement qu'on doit leur apporter, plutôt que de les éduquer. En fait, on est là plutôt pour les accompagner. Et dans ce cadre-là, lui faire prendre à elle conscience de ses talents, de ses appétences, et gentiment voir qu'elle en fait ses forces. Waouh, quel bonheur! Et en plus, notre quotidien est enrichi de ses forces. Donc, c'est vachement plus agréable pour elle, sûr, mais pour nous aussi, c'est pas bon. Mais alors on a tous effectivement des talents, des appétences et des forces, mais on a aussi des faiblesses ou en tout cas des choses qu'on fait un petit peu moins bien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut les mettre au placard ou il faut quand même travailler dessus pour arriver à faire mieux? Enfin, c'est le degré d'énergie qu'on doit mettre sur tout ça, c'est quoi? C'est de focus tout le temps sur ses forces ou faire aussi de son mieux pour améliorer ses faiblesses? C'est comme la question précédente. C'est les deux. Dans le sens où, et c'est là où, bravo pour la boucle, Julie, c'est là où l'optimisme
le regard sur le verre à moitié plein plutôt que sur le verre à moitié vide est important, ou important à mon sens, mais il est opportun, dans tous les cas, il est bienvenu. On va se concentrer, bien évidemment, plutôt sur les forces que sur les faiblesses, mais on ne va pas oublier les faiblesses. Bien sûr, elles sont là, on fait avec. Et plutôt que de leur donner trop d'importance à ces faiblesses, on va non pas les mettre de côté, on va au contraire savoir qu'elles sont là, mais en se concentrant sur nos forces, nos forces vont prendre de plus en plus de place, et donc elles existeront toujours, les faiblesses, mais elles seront moins omniprésentes, moins importantes. Et si un jour, quelqu'un savait faire de notre faiblesse une force, et si un jour, en réponse ou en équilibre par rapport à nos forces, l'effet miroir nous fait comprendre dans la manière de réagir de quelqu'un qui est en face de nous, que cette faiblesse-là, finalement, peut être, de temps en temps, plutôt une force qu'une faiblesse. Et là encore, c'est notre regard sur ce qu'on appelle faiblesse qui évolue et qui fait que cette faiblesse est une moindre faiblesse ou peut-être finalement juste une caractéristique. Et puis finalement une caractéristique positive parce qu'on l'a considérée comme une faiblesse, mais en sachant la regarder comme ça, elle est en train de devenir gentiment une force. Oui, puis d'une certaine manière, ça demande aussi d'accepter de lâcher prise sur ce besoin de perfection qu'on a aussi beaucoup et de se dire que non, on peut pas tout faire parfaitement et qu'on a aussi besoin d'être entouré de personnes qui vont être complémentaires à nous pour pouvoir avancer aussi plus facilement et plus vite sur certains sujets et que voilà, on peut pas être parfait dans tout ce qu'on fait. Et je pense que ça aussi, c'est important peut-être à évoquer, puisqu'au travail, on a aussi ce besoin d'atteindre de la perfection tout le temps et de se dire qu'on doit tout faire tout seul, tout le temps bien. Et non, on est des êtres imparfaits et il faut savoir l'accepter. Soyons tous le plus imparfaits possible. Et c'est vraiment facile en étant tout simplement nous-mêmes. Absolument. Donc, nos imperfections seront pour certains des choses bien, qui leur révéleront des choses, ou qui nous permettront à nous d'avoir un retour sur comment ils nous perçoivent. Et puis, soyons finalement simplement nous-mêmes. Et les quelques phrases que j'ai mal prononcées ou les quelques balbutiements que j'ai eus en répondant à tes réponses, j'en suis désolé, mais c'est imparfait, puis ça doit me rendre finalement un peu plus, humain, enfin bref, normal, quoi, moi-même. Voilà. Absolument, mais finalement, on est parfait dans notre imperfection, hein, c'est un peu ça. Qui a dit qu'il était urgent d'être imparfait? Je ne sais plus, mais il y a un bouquin écrit là-dessus. Je vais le rechercher, tiens. Oui. Et alors, j'aimerais ô combien, Gilles, que tout ce que tu nous partages soit entendu par le plus grand nombre et par les managers et les dirigeants, parce que c'est des sujets mais tellement importants à être apportés dans les entreprises. Est-ce que les managers, par exemple, ils ont cette connaissance par exemple, de cette notion de TAF, talent, appétence et force, et est-ce que pour eux, c'est facile d'en parler, de développer ça? C'est quoi un peu ta vision sur ce sujet? Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de démocratisation, de pédagogie à faire sur le sujet? Moi, j'ai fait partie des chefs d'entreprise qui devaient rester concentrés sur les résultats à atteindre en adaptant constamment les moyens qui étaient à leur disposition et puis d'en trouver de nouveaux, le cas échéant, mais avec les limites des contraintes économiques, etc., etc. Donc non, c'est pas facile. Non, on n'est pas sensibilisé à ça. Et puis, je vais te parler très, 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 très librement. Les premiers intervenants que j'ai fait venir aux journées professionnelles qu'on a organisées en 2012 sur cette notion de bien-être ou de bonheur au travail, très honnêtement, avec leur notion de prendre le temps de s'occuper de soi, de prendre le temps d'écouter ses salariés plutôt que de les motiver. Bon, ça me laissait un peu de marbre et ça n'a pas résonné tout de suite. L'écoute active, qui est l'arme la plus fantastique dont nous disposons pour faire que nos collaborateurs ne soient pas dans la réponse à une fiche de poste, mais qu'ils soient aussi, et si possible, qu'ils soient plutôt dans l'expression de leur talent.
Si les managers sont capables demain d'organiser le travail de leurs équipes plus en fonction des tafs de chacun de leurs collaboratrices, chacune de leurs collaboratrices et chacun de leurs collaborateurs, plutôt qu'en fonction des fiches de poste qui ont été écrites il y a 10 ou 20 ans, ils vont mettre tout le monde dans leur état de plaisir, de réussite. Les gens sont plus performants, plus impliqués, plus engagés, plus souriants, meilleurs communicants, ils viennent au boulot même s'ils sont malades, ils sont contents de changer les usages, les habitudes, de faire des propositions d'innovation. Et enfin bref, on rentre dans un élan qui est… Alors, tout ça, c'est un peu de l'utopie quelque part parce que c'est pas possible demain matin de dire « Allez, j'organise tout le boulot en fonction des appétences ». Bien sûr, mais à chaque fois, tu sais, la notion des petits pas, c'est pas toi que je vais l'expliquer, mais c'est la nature qui veut ça. Il faut y aller étape par étape, gentiment, et dès qu'on a l'occasion de valoriser plutôt un talent, une appétence qu'une fiche de poste, faisons-le. Et puis tout doucement, on y va vers cet état idéal. Alors, parfois on me répond, t'es gentil, mais c'est pas possible de mettre en œuvre, et en plus dans cette période de crise. Ok, sauf que il y en a certainement pas assez, il y en a peu, mais il y en a. On connaît tous autour de nous une ou des entreprises dans lesquelles tous les salariés vont au boulot le matin avec la banane. Ils sont contents d'y aller. Ils sont contents d'y aller. Pourquoi? Pas parce qu'ils vont faire uniquement des choses qui leur font plaisir. Ils sont contents d'y aller parce qu'ils se sentent utiles. Ils se sentent reconnus. Ils se savent considérés. Et ils sont capables, comment ça s'appelle ça? La loi de Losada, je crois. Tu connais ça aussi? Oui. On est tous capables de supporter jusqu'à 66% de notre temps consacré à des tâches qui nous déplaisent, à partir du moment où il y a un tiers de nos activités qui correspondent à nos tafs. Donc, mettons au moins un tiers du temps, chacune et chacun de nos salariés, dans leurs activités qui correspondent à leurs appétences, à ce dont ils ont envie, à là où ils se savent bons, là où ils se savent reconnus, et ça va déjà beaucoup mieux. Alors, j'ai maintenant assez d'exemples de clients, d'entreprises qui mettent ça en œuvre et qui ont, pour certains, j'allais dire des révolutions, le terme peut faire un peu peur, mais de réelles évolutions tangibles, sensibles, avec des résultats. Et d'ailleurs, alors, comme tu le sais, le podcast s'appelle Génération CHO pour l'acronyme Chief Happiness Officer. Il y a de nombreuses personnes qui ont ce rôle-là dans les entreprises qui écoutent le podcast. Et ça me semble hyper intéressant, justement, qu'elles s'imprègnent de ces notions-là pour les diffuser à leur tour auprès des collaborateurs. C'est des notions qui sont hyper intéressantes. Mais ça vient, et de toi à moi, la jeune génération qui arrive le sait et le fait déjà. Oui. Comment dire on sait que l'on va vers un monde où ce ne sera plus les organisations qui donnent du travail aux salariés, mais ce seront les personnes qui proposent leur savoir-faire, donc leur taf aux organisations. Et on t'embauche pour 3 mois, 6 mois, 1 an, et même celles et ceux, les jeunes talents qui sont dans des grosses entreprises et qui pourraient faire carrière dans les grandes entreprises, sont demandeurs de reconnaissance et d'évolution très rapidement. Tous les 2-3 ans, il faut changer de poste, de service, d'activité, etc. Donc, on est dans un système où on doit être beaucoup plus rapide et donc donner la possibilité à chacune et à chacun de s'exprimer et d'avoir ce retour de satisfaction et de reconnaissance dans son travail. On va vers ce monde-là. Donc, les jeunes le savent, les managers qui sont peut-être plus de ma génération ne l'ont pas appris. Et toi et moi, et beaucoup d'autres, on a pour mission de faire se croiser ces deux générations ou ces deux regards et de parvenir à des solutions. C'est pour ça que notre quotidien est assez sympa, Julie. Je le vois à l'intonation que tu as dans ta voix, il y a toujours un sourire. Ah moi je pense que je vibre totalement pour ce que je fais. Pour le coup, je cultive mes tafs, mais de façon un peu plus ou moins inconsciente finalement. Mais c'est vrai que parfois ça fait du bien de mettre un peu les choses, de prendre du recul et de dire qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce ce pourquoi on vibre. Et Gilles, j'ai envie tellement de te remercier pour tout ce que tu nous partages parce que c'est clairement ça me fait vibrer personnellement. Je suis encore une fois. Tu fais partie des gens, toi, qui mettent en œuvre leur taf au quotidien, qui ont choisi une voie, celle dans laquelle tu te sens pertinente, utile,
les gens qui participent à tes stages, j'ai eu quelques échanges avec des gens qui m'ont donné des retours sur mon bouquin et en y trouvant des bonnes pratiques très en ligne avec la formation qu'elles avaient suivie. Je dis qu'elles avaient suivi parce que j'ai compris qu'il y avait une majorité, et c'est normal, enfin, c'est logique, majorité de femmes dans tes stages. Et donc tout ça est en ligne, on est en vibration réciproque, Julie, et c'est hyper agréable. Oui, complètement. Alors, vraiment un grand merci. Moi, je retiendrai de tout ce que tu nous as partagé, déjà de commencer par être soi-même, c'est hyper important. Faites ce qui vous fait vibrer, cultivez vos tafs et comme tu l'as dit, même en période de crise, c'est possible, même si on décide d'y consacrer un tiers du temps, en tout cas, cultivez absolument vos tafs de façon individuelle et faites-le aussi collectivement. Je pense que c'est des pratiques hyper intéressantes à faire au travail. Et puis, je le répète encore, mais j'adore l'idée de se dire qu'on choisit de vivre sa vie en première classe. Je pense que c'est quelque chose que je vais te prendre et que je vais aussi partager parce que c'est hyper important de se demander ce qu'on a envie de vivre véritablement et de le faire en première classe. Mais c'est une très belle image. C'est une belle phrase de synthèse que tu ne m'empruntes pas à moi, hein, je l'ai piqué à Jean d'Ormesson, oui, et qui, lui, la partageait très, très volontiers et au plus grand nombre. Donc, elle appartient à l'humanité. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Gilles, pour la suite ? De continuer à vivre ma vie en première classe, de partager mes tafs le plus souvent possible et d'avoir toujours et encore avec le même plaisir la perspective de voir dans les yeux de mes enfants le plaisir de partager que j'ai aujourd'hui plutôt que le souvenir que j'ai parfois laissé de moments de fatigue ou de moments de silence, de retenue. Quand j'avais un métier valorisant, génial, avec des spots qui s'allumaient tous ensemble et plein de monde et des articles dans les journaux, mais où je ne savais plus prendre le temps de pratiquer ou de dire simplement que j'avais envie de partager des rires, de jouer de la guitare ou d'écouter des histoires assis devant un feu de camp avec des amis, quoi. Revenir à des choses simples, finalement. Absolument. Ouais. C'est tout ce qu'on te souhaite. Et puis, on dit jamais 203, donc tu n'es pas à l'abri de revenir partager sur le podcast tout ton savoir et tout ce qui te fait vibrer. Je te dis encore un énorme merci, Gilles, pour tout ce que tu nous as partagé. Je te souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2021, qui n'en est qu'à ses débuts, mais qui promet, j'en suis sûre, de magnifiques choses. Restons optimistes, bien vrai ? Absolument, et ce sera avec grand plaisir si on a l'occasion d'échanger à nouveau, mais on l'aura ou dans ce podcast ou par d'autres biais. Autorise-moi 30 secondes encore. Bien sûr. Le plaisir de te partager le fruit de ma douche matinale parce que j'ai réécouté il y a quelques jours une intervention de Florence Servan-Schreiber avec ses 3 kiffs par jour. Certains les pratiquent le soir pour s'endormir sur des idées positives, les 3 kiffs de la journée. Moi, je pratique ça le matin, sous ma douche. Je me réjouis de 3 bonnes choses que je vais vivre dans la journée. Et donc, ce matin, sous la douche, ça a donné ça. L'optimisme, c'est ma combine. L'optimisme, sa vitamine. Qu'il fasse soleil ou temps pluvieux, il n'y a rien de plus sérieux. L'optimisme, ça rend heureux. Merci, Julie. Fantastique, bravo. Génial. Merci beaucoup, Gilles. Ce sera le mot ou plutôt la chanson de la fin, du coup. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver toutes les actualités de Gilles sur son site internet gilles-andré.fr et puis, bien entendu, sur LinkedIn. Encore un grand merci, Gilles. Je te souhaite encore le meilleur et puis au plaisir de te retrouver bientôt. À toi aussi, Julie, et à chacune et à chacun de tes auditrices et auditeurs. Vivez vos vies en première classe. Absolument. Et un grand merci pour votre écoute à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Et d'ici là, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 1000 merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes.
Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.